Pauvre condition humaine, existence impie, seule la poésie peut me libérer. Le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs. Les pieds ici, les yeux ailleurs. Les yeux ailleurs. Plante verte. Oh, plante verte. Inerte, je te jalouse. Le devoir m'appelle. Oui, allô? Salut, prof. On va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire de la poésie. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs et surtout chers élèves, bonjour et bienvenue dans l'émission qui s'intitule Aujourd'hui deux poèmes. Je suis Monsieur Dutart, votre professeur de français exceptionnellement à la télévision, mais plus régulièrement au collège de Ouangani. Aujourd'hui, ensemble, vous l'aurez deviné, nous allons étudier deux poèmes. Cette étude va principalement s'orienter autour des élèves de 3e qui reconnaîtront, je l'espère, la thématique vision poétique du monde. C'est une thématique qu'ils doivent connaître pour présenter le brevet examen de la fin d'année. Mais ne vous inquiétez pas, tous les autres élèves, élèves de 4e, de 6e, de 5e et même élèves du lycée, vous de première qui passez le bac de français à la fin de l'année, restez présents avec nous, je suis sûr que je vais vous prodiguer quelques conseils judicieux. D'ailleurs, j'invite même les téléspectateurs qui ne sont plus élèves à rester avec nous. Vous n'êtes pas sans savoir que les auteurs qui écrivent n'écrivent pas à destination des élèves de collège ou de lycée. Ils écrivent parfois pour eux-mêmes, parfois pour quelqu'un, mais très généralement, ils écrivent pour tout le monde. Et c'est là l'intérêt de la littérature. Restez donc confortablement installés et nous allons ensemble étudier ces deux poèmes. Élèves de 3e, concentrez-vous, nous sommes sur la thématique vision poétique du monde. Qu'est-ce que cela signifie ? Une vision poétique du monde, c'est-à-dire comment voir le monde, comment voir la réalité. Nous sommes d'accord pour dire que la réalité, nous la percevons tous très différemment et nous la retranscrivons, nous la partageons tous très différemment aussi. Cela dépend des émotions, cela dépend de notre état d'esprit, cela dépend de beaucoup de paramètres. La thématique donc que nous allons ensemble étudier, et dont l'objectif est de connaître la vision du poète par rapport à la réalité. Mais comment la percevons-nous et comment la retranscrivons-nous ? Cette réalité, donc, nous la percevons et nous la retranscrivons tous très différemment. Les auteurs vont le faire d'une manière particulière et il s'agira pour nous de voir comment les poètes voient la réalité et la retranscrivent. Pour illustrer mon propos, nous allons pendant quelques minutes observer différentes peintures d'un même sujet, la mer. Observez bien au tableau, une première peinture, on peut voir une vague qui est peinte avec beaucoup de précision et qui respecte vraiment les couleurs. On parle de courant réaliste. On peut remarquer les détails, on peut remarquer l'écume. On croirait presque parfois observer une photographie, mais il s'agit bien de peinture. On peut s'éloigner un petit peu de la réalité et dans ce cas-là, l'artiste peintre peut peut-être éventuellement modifier les couleurs selon ses envies, selon ses sentiments, selon ses impressions ou peut-être aussi être un petit peu moins précis ou changer certaines choses. On peut ainsi observer de nombreux tableaux où ce n'est plus tant l'objet réel qui va avoir de l'importance, ce n'est plus l'objectif d'être au plus proche de la réalité, mais c'est d'essayer de montrer son impression. Voilà pourquoi on quitte le courant réaliste, on s'éloigne un petit peu de la réalité et nous sommes maintenant dans le courant impressionniste. Et vous pouvez voir que les couleurs sont très différentes de la réalité, les détails aussi, et on ressent beaucoup plus
l'émotion du peintre que son objet qu'il peint. On peut ainsi s'éloigner encore de plus en plus de la réalité et avoir des peintures qui vont être peut-être de plus en plus colorées et qui vont donc s'éloigner de l'objet initial, en arrivant à un certain moment, à un certain degré d'éloignement, à des objets peints qui ne ressemblent plus vraiment à la réalité. Regardez ces bateaux, on pourrait presque croire des dessins d'enfants tant ils sont simples et pourtant c'est une peinture qui est très reconnue. Là, l'objectif du peintre est d'atteindre vraiment la sensation la plus brute possible, peu importe la maîtrise dans le trait. Regardez ce dernier tableau, comme on s'éloigne de plus en plus de cette réalité. On peut continuer avec encore un nouveau courant qui cette fois s'intitule le pointillisme, où l'auteur ne veut plus obligatoirement du tout reconnaître cette réalité et il va même plus faire le trait complet de ce qu'il peint, mais simplement des points. Dans le pointillisme, la réalité n'est plus aussi proche du peintre que dans le courant précédent. Et on peut ainsi atteindre en s'éloignant encore de plus en plus à l'art abstrait. Regardez dans ce dernier tableau, on croirait reconnaître des bateaux éventuellement, mais si on ne le sait pas, ce n'est pas évident. Regardez par la suite comme cet aplat de couleurs représente la mer, mais encore une fois, dans l'art abstrait, il est difficile pour le spectateur d'être certain que l'objet peint est bien celui qu'il voit. Regardez maintenant comme les formes n'ont plus aucune importance, il s'agit maintenant plus que de mélanger des couleurs, l'artiste n'est plus du tout dans une représentation de la réalité, ou du moins de moins en moins, n'exagérons rien, son objectif là n'est plus que de jouer avec les couleurs et ses propres sensations, ses propres impressions. Nous pouvons ainsi atteindre peut-être le paroxysme, c'est-à-dire le point le plus exagéré, disons, dans la représentation du réel. Regardez ce dernier tableau, c'est un coucher de soleil, nous sommes dans le courant du cubisme. Donc voilà pour toute cette représentation de la réalité, j'espère que ça vous donne, disons, une idée de la manière dont des artistes peintres, et c'est exactement la même chose dans la littérature et dans tous les arts en général, peuvent percevoir d'une part la réalité, puis la retranscrire d'autre part. Donc la réalité, elle est plurielle, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Un dernier tableau, ceci dit, que vous allez maintenant bien observer. Regardez bien. Nous voyons cette fois un bateau à voile qui s'éloigne de la côte en direction du large. On voit un très gros nuage soufflé par le vent et surtout, les voiles sont remplacées par de gigantesques papillons. Toile surprenante. Il s'agit du bateau à voile papillon de Salvador Dali. Vous connaissez peut-être ce peintre espagnol. Regardez bien encore une fois ce tableau. L'auteur, l'artiste peintre, a fait quelque chose de différent. Il ne s'est pas simplement éloigné de la réalité ou rapproché d'elle, il l'a complètement transformée. Et c'est tout à fait ça que nous allons étudier aujourd'hui. Et j'espère que ce tableau vous fait bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. Nous allons ensemble étudier la transformation de la réalité. Dali n'a pas voulu peindre des voiles pour représenter le vent qui souffle. Il l'a représenté avec des papillons gigantesques qui peuvent symboliser plein de choses. On pourrait en parler pendant de longues minutes. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être, selon vous? Des papillons gigantesques qui remplacent des voiles. Peut-être la fragilité de ces voiles, peut-être le voyage vers l'exotisme, vers des contrées sauvages. Cet animal a beaucoup de propriétés, il est aussi très beau en plus d'être fragile. Peut-être que ce navire, ce trois-mâts, est un symbole de beauté et d'esthétique. Il y a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, revenons au sujet que nous avions abordé juste avant. La réalité, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et c'est sur ça que les poètes vont s'amuser lorsqu'ils écrivent de la poésie. Donc ne l'oubliez pas, nous pouvons représenter la mer de manière réaliste, puis par
tout un tas de courants jusqu'à arriver à un éloignement le plus complet où plus que la forme n'a d'importance, le cubisme. Dans les deux cas, nous avons un coucher de soleil. C'est étonnant. Le bateau à voile de Dali, souvenez-vous, c'est un exemple parfait de cette idée. Et Dali, lui, ne s'inscrit pas dans les courants que je vous ai énoncés juste avant, il s'inscrit dans un courant qui s'appelle le surréalisme. De par le nom déjà, vous pouvez comprendre ce que cela signifie. Qu'est-ce que le surréalisme? Et les poètes que nous allons étudier aujourd'hui, bien entendu, appartiennent au courant surréaliste. Téléphone. Oui, allô? Salut, prof. Est-ce que le surréalisme peut transcender la réalité? Oui, c'est plutôt une bonne définition, mais t'étais en train de regarder la télé, là? Ah, bah alors c'est une sacrée coïncidence. Allume tout de suite ta télévision, mets-toi sur maillot de première, parce que je suis justement en train de donner la définition. Ah, à tout de suite! Reprenons donc, chers amis, chers téléspectateurs, chers élèves, élèves de 3e, concentrez-vous, c'est un sujet très important, je le répète, pour le diplôme national du brevet. Nous en étions à expliquer le surréalisme. Le surréalisme, c'est ce travail que Dali opère sur son tableau où il transforme la réalité, comme me dit l'élève qui vient de m'appeler, transcende la réalité. J'aimerais rajouter là, et c'est ma définition, c'est dépasser la réalité pour lui donner plus de sens. Voilà ce qu'est le surréalisme. Terminé pour cette définition, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, deux poèmes. Nous allons étudier donc deux poètes. Le premier poète s'appelle Robert Desnos, le deuxième Guillaume Apollinaire. Les deux sont contemporains, c'est-à-dire qu'ils partagent à peu près la même période de l'histoire. Robert Desnos est né en 1900, il est mort en 1945, donc début du XXe. Guillaume Apollinaire, né en 1880, mort en 1918. Et ils ne se connaissent pas particulièrement tous les deux, mais ils partagent un point commun terrible, ils sont traumatisés par la guerre. Robert Desnos, lui, va mourir des suites de la Seconde Guerre mondiale, Guillaume Apollinaire, lui, de la Première Guerre mondiale. Et les deux, même s'ils ont ce tragique destin, vont réussir à se libérer de leur quotidien, à s'évader de leur douleur et de leur cauchemar régulier par l'écriture de poésie surréaliste, en transformant la réalité autour d'eux pour penser à d'autres choses, tout simplement. Deux poètes donc, Robert Desnos et Guillaume Apollinaire. Revenons un instant, et ce sera la dernière fois, sur ce tableau de Salvador Dali. Nous avions vu que les voiles étaient transformés avec des papillons géants. Dans le surréalisme, nous observerons la transformation régulière de plusieurs éléments de la réalité, à dessein, ce sera fait volontairement bien entendu, et on remarquera que le monde animal est souvent présent. Pas toujours, mais très régulièrement. Justement, dans notre émission, aujourd'hui, deux poèmes. Je vous invite à regarder, à étudier avec moi le premier poème, Le Zèbre de Robert Desnos, puis le second poème, Un oiseau chante de Guillaume Apollinaire. Deux poèmes, et vous pouvez le voir avec les deux illustrations, qui traitent d'un monde animal. Tout comme le tableau de Salvador Dali nous montrait des papillons. Deux dessins qui illustrent ces poèmes, deux dessins qui proviennent de courts-métrages. Puisque nous allons procéder de la même manière pour chacun des poèmes, nous allons étudier le texte, puis nous allons ensemble visionner un court-métrage et l'analyser. Un court-métrage, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Je pense que certains d'entre vous savent ce qu'est un court-métrage. Une petite définition, un petit rappel rapide. Qu'est-ce qu'un court-métrage? On le devine avec le nom. Un court-métrage, bien entendu, c'est un film à la durée très courte. Officiellement, moins d'1 heure. Très généralement, quelques minutes. Les deux courts-métrages que nous allons voir aujourd'hui durent chacun respectivement 2 minutes 30 et 3 minutes. C'est donc très court. Et un court-métrage, qu'est-ce que ça contient? Eh bien, un court-métrage, ça peut contenir tout type de documents. Ça peut être un documentaire, ça peut être
une fiction, et ça peut être une animation. Une animation, justement. Revenons à nos deux poèmes. Le zèbre et un oiseau chante. Voyez ces illustrations, ce sont des dessins. Nous allons donc observer deux courts-métrages qui sont des dessins animés qui adaptent les poèmes que nous allons étudier ensemble. Commençons tout de suite avec le premier poème, Le zèbre de Robert Desnos. Pour l'analyse de ce poème, nous allons fonctionner de la même manière qu'avec les autres poèmes. Tout d'abord, nous allons ensemble étudier le sens premier du poème. Ce sera l'occasion de revenir sur du vocabulaire. Puis ensuite, nous reviendrons sur la forme du poème. Et je redonnerai la définition de ce qu'est la forme du poème. Ensuite, nous verrons le sens profond du poème, avec une analyse plus profonde. Je vous donnerai ainsi des clés pour mieux comprendre les poèmes. Enfin, nous verrons le court-métrage. Je vous présenterai les choix du réalisateur, puisque celui qui a réalisé le court-métrage n'est pas le poète, bien entendu. Et donc, il a fait des choix pour adapter ce court-métrage, ce poème, pardon. Et enfin, nous analyserons, un plan. Qu'est-ce qu'un plan? C'est tout simplement une image qui est prise dans le court-métrage. Et nous verrons ensemble quelques éléments intéressants. Commençons tout de suite avec le sens premier du premier poème, Le zèbre. Et je vais commencer par une première lecture. Je vous invite chez vous, chers téléspectateurs, à suivre attentivement et à essayer de lire avec moi. Le zèbre de Robert Desnos. Le zèbre, cheval des ténèbres, lève le pied, ferme les yeux, et fait résonner ses vertèbres, en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Voilà un étonnant poème de Robert Desnos. Commençons tout de suite une première lecture de ce poème avec une analyse du vocabulaire qui peut-être n'est pas toujours bien compris. Qu'est-ce que nous dit Robert Desnos? Tout d'abord, il nous parle de ce zèbre. Ce zèbre, c'est un animal que tout le monde connaît, donc animal d'Afrique qui vit dans la savane, connu pour ses rayures noires et blanches. Tout le monde connaît cet animal. Et là, pourtant, il nous dit le zèbre, cheval des ténèbres. Qu'est-ce que ça signifie bien? Bon, mettons-nous d'accord, les ténèbres, c'est un lieu qui désigne la mort. Et ce cheval, du moins ce cheval des ténèbres, donc le zèbre, il décide, dans les ténèbres, donc au milieu du malheur, de lever le pied, fermer les yeux et faire résonner ses vertèbres. Qu'est-ce que ça signifie, faire résonner ses vertèbres? Bon, les vertèbres, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les os le long de la colonne vertébrale. Il les fait résonner, c'est-à-dire qu'il les fait amplifier. Donc il se prépare à crier. Justement, il fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux. Hennir, c'est le cri du cheval, en l'occurrence du zèbre. Donc ce cheval, reprenons, des ténèbres, il est au milieu des ténèbres, il décide donc de défier ces ténèbres en levant le pied, fermant les yeux et tout d'un coup en résonnant ses vertèbres et en hurlant d'un air joyeux. Continuons. Il est au clair soleil de Barbarie. Le clair soleil de Barbarie, la Barbarie c'est une région chaude du sud de l'Europe, ce n'est pas très important, retenons simplement que c'est une région chaude. Ce zèbre, décide de sortir de l'écurie. Qu'est-ce que l'écurie? C'est un bâtiment où on garde les chevaux, mais est-ce que donc on peut en sortir comme ça quand on est un animal gardé? C'est un peu surprenant, et il décide d'aller brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie.
Mais que sont ces herbes de sorcellerie? C'est étonnant. Ce zèbre a décidé de s'enfuir des ténèbres. Il arrive à s'enfuir donc de son écurie et il va brouter ces herbes de sorcellerie. Mais quelles herbes? Pourquoi de sorcellerie? Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que c'est un poison? Est-ce que c'est un remède? Pour le moment, ce n'est pas très clair. En tout cas, après cela, Robert Desnos nous dit que la prison, donc la prison c'était l'écurie, sur son pelage, le pelage, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'ensemble des poils de l'animal, a laissé l'ombre du grillage. L'ombre du grillage, bon, donc l'ombre des barreaux, l'ombre de ce qui l'empêchait de sortir. Robert Desnos est en train de nous dire, et c'est assez amusant, que les rayures du zèbre ont pour origine l'ombre des barreaux aux fenêtres des écuries. Étonnante interprétation. Personnellement, je ne le savais pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien l'origine des rayures du zèbre. Mais c'est assez intéressant de voir comme Robert Desnos s'amuse ici à retranscrire, à modifier l'origine de ces rayures. Nous verrons ensemble s'il s'arrête là. Continuons tout de même avec cette fois non plus l'analyse du sens premier, mais la forme du poème. Qu'est-ce que c'est que la forme d'un poème? La forme d'un poème, ça comprend trois choses. Les strophes, les rimes et les vers. À quoi ça sert? C'est très simple. Ça sert d'abord à suivre les règles, puisque quand un poète écrit, il doit, parfois il ne les suit pas ces règles bien entendu, mais quand il décide de les suivre, il doit les suivre jusqu'au bout. Il doit donc suivre ces règles pour écrire son poème. Compter les syllabes, respecter un certain nombre de vers. Et vous-même, vous avez déjà fait l'exercice en classe. Quand vous écrivez un poème, si vous avez réussi à respecter toutes les règles, à la fin, vous êtes plutôt satisfait de votre travail. C'est un petit peu comme réussir à gagner à un jeu en ayant suivi les règles sans trop tricher. Bon, parfois les poètes trichent aussi, Mais donc voilà, le premier objectif, c'est quand même de jouer en suivant les règles. Mais ça sert aussi à d'autres choses. La forme du poème, ça permet de donner du rythme. N'oublions pas que l'origine du poème est dans la chanson. Donc il y a une notion de rythme, de rapidité. Et les syllabes, les strophes, les rimes vont donner ce rythme. Mais ça sert aussi à insister sur des mots, et ça nous le verrons ensemble. Ça permet donc, quand on insiste sur des mots, à donner au lecteur une certaine facilité de compréhension. Ça permet donc à l'auteur de faciliter la compréhension à ses lecteurs. Voilà donc les 4 points importants qu'il faut retenir sur les objectifs, disons, des différentes formes d'une poésie. Commençons tout de suite avec les strophes. Les strophes. Reprenons le poème. Qu'est-ce qu'une strophe? Une strophe, vous n'êtes pas sans le savoir. C'est un ensemble de vers, tout simplement, qui sont séparés d'un autre ensemble de vers par un retour à la ligne. Bon, c'est très simple à comprendre. Regardez bien ce poème. À votre avis, combien de strophes est-ce que vous pouvez observer? Il y en a, effectivement. 1, 2, 3. 3 strophes. À quoi cela sert, me direz-vous? C'est ce que nous avions vu juste avant. Ça peut faciliter la compréhension. Et c'est tout à fait l'objectif ici de ces strophes par Robert Desnos. Regardez bien ce qui se passe pour notre cher zèbre dans ces 3 strophes. J'ai bien l'impression qu'il se passe 3 choses différentes. On pourrait dire qu'il y a 3 strophes, donc 3 étapes. 3 étapes, mais quelles sont-elles? Tout d'abord, j'ai bien l'impression que dans la première strophe, le zèbre est en train de défier les ténèbres. Il est au milieu des ténèbres et il décide de lever le pied, de fermer les yeux et de se préparer à hennir d'un air joyeux. Bon, on peut donc dire que le zèbre défie les ténèbres. Que se passe-t-il par la suite? Le zèbre est sorti de sa prison, de l'écurie, et il est parti brouter dans une prairie ces fameuses herbes de sorcellerie qu'on ne comprend pas très bien encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Le zèbre s'est enfui. C'est la deuxième étape de compréhension.
Et enfin, Desnos termine par nous expliquer que la prison a laissé sur lui des cicatrices, des marques, ces fameuses rayures de zèbre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le zèbre est marqué à vie. Voilà donc les 3 étapes qui sont déterminées par les 3 strophes de notre poème. Voici pour les strophes. Maintenant, passons aux rimes. Les rimes aussi vont donner une certaine profondeur au texte et un certain sens. Reprenez le texte, observez bien, et normalement, vous devriez être capable de reconnaître différents types de rimes. Regardez bien, les rimes, je vous le rappelle, sont les dernières syllabes des vers qui se répètent les uns par rapport aux autres. Recherchez donc tout de suite, dans les fins des vers, les différentes syllabes qui se répètent. On peut tout de suite en retrouver une ici, une ici. Ténèbres, vertèbres. On peut aussi en retrouver une ici et une ici. Les yeux et joyeux. Intéressant. Continuons le travail avec la deuxième strophe. Cette fois, nous avons à la fin des vers le son ri, 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 ri. Intéressant aussi, ce n'est pas disposé de la même manière. Continuons avec la dernière strophe. Nous avons âge et âge. Bon, voilà les rimes bien observées et bien entourées. Il faut maintenant réussir à les définir, et ça, vous devez le connaître absolument pour le brevet. Si vous ne maîtrisez pas les noms des rimes, ça va vous porter préjudice. Mais il n'y en a pas beaucoup. Déjà ici, il y en a 2 types. Dans la première strophe, vous aurez reconnu ce que l'on appelle des rimes croisées. Pourquoi croisées? On le voit bien, elles s'entrecroisent. Èbre, yeux, èbre, yeux. Rimes croisées. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces rimes croisées? À votre avis, par rapport à des rimes comme dans la deuxième strophe qui font i, 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 i. Eh bien, la lecture va être un petit peu plus lente. Du moins, le rythme va être un petit peu plus cassé. Ça va donc donner un rythme plus lent par rapport aux rimes suivantes qu'on appelle les rimes plates. Et en plus, ces rimes croisées, elles vont permettre un lien entre les 2 différentes rimes. Elles sont croisées, il y a donc une insistance sur certains mots, et justement, essayons de regarder la fin du premier vers et la fin du 4e vers. Ténèbres et joyeux. Ça ne rime pas, mais donc elles sont mises en insistance, ces mots sont mis en insistance, ténèbres et joyeux. C'est étonnant. Est-ce qu'on peut vraiment être joyeux dans les ténèbres? Je ne pense pas. On en rediscutera par la suite. Continuons avec les rimes. Nous avons donc, c'est ce que nous avions dit, des rimes plates dans la deuxième strophe. On peut aussi appeler cela des rimes suivies. C'est très simple, elles sont toutes les unes à la suite des autres. Et donc forcément, le rythme de lecture va être beaucoup plus rapide par rapport aux rimes croisées. Et cela illustre bien, je pense, la fuite du zèbre. Pensez bien que dans la première strophe, le zèbre ne s'est pas encore enfui et justement, il est encore coincé derrière cette écurie. Il est bien, disons, bloqué dans ces rimes croisées. Tandis que maintenant, les rimes se sont libérées et il s'est enfui. C'est assez étonnant. Robert Desnos n'a pas fait cela par hasard. Et regardons maintenant la fin avec les rimes plates. Âge, âge. Cette fois-ci, nous avons le même rythme que dans la deuxième strophe. On peut donc dire que le rythme est conservé. En effet, le zèbre est maintenant libre. Voilà pour les rimes et terminons avec les vers. Les vers, qu'est-ce que c'est? Vous êtes censé le savoir. Un vers, c'est tout simplement une phrase dans un poème qui a un retour à la ligne. Bon, dans ces poèmes-là, on ne parle surtout pas de phrases, on parle de vers. Et regardez bien, dans les vers, on utilise régulièrement le même nombre de syllabes. Pas toujours, mais presque. Donc on va compter ensemble ces syllabes. Comment compter les syllabes? Ce n'est pas toujours très facile. Une syllabe, c'est un son produit en une seule fois
qui généralement ne va demander qu'un seul mouvement, qu'une seule mécanique dans la gorge, que ce soit au niveau du larynx, que ce soit la mâchoire, la langue, le palais. Si vous entamez un deuxième mouvement, vous pouvez quasiment être sûr que vous commencez une deuxième syllabe. Et de plus, une syllabe, c'est souvent construit avec une voyelle qui est à côté d'une consonne, oui, ou entourée de consonnes. Bon, essayons de les compter ensemble. Nous avons 3 vers qui sont soulignés, du moins entourés. On va voir ensemble si vous en comptez le même nombre que moi. Je vous laisse une seconde pour essayer de faire le premier. Il est relativement facile, il n'y a pas de piège. Et fait résonner ses vertèbres. On en a 8. On va vérifier par la suite que c'est toujours la même chose. Deuxième strophe, deuxième vers. Il sort alors de l'écurie. Toujours pas de piège, ça fonctionne bien. On a encore 8 syllabes. Bon, quand on a vérifié dans un poème que 2 vers ont les mêmes nombres de syllabes, croyez-moi, dans tous les autres vers, on doit en trouver 8. Et si vous en trouvez plus ou moins, c'est généralement que vous avez fait une erreur. Vérifions avec le tout dernier vers, et cette fois il y a un piège. Essayez de compter, et vous allez me dire combien vous en trouvez. On va le faire ensemble. A laissé l'ombre du grillage. Il y en a bien 8. Et vous n'aviez peut-être pas remarqué qu'il faut bien prononcer le E à la fin de ombre. Pourquoi? C'est une règle. Dans la poésie, quand il y a un E à la fin d'un mot, il faut le prononcer uniquement si il est précédé, si le E est précédé d'une consonne. Vérifions, juste après le E, il y a le D du mot du. C'est une consonne, c'est la consonne D, il faut donc bien sûr prononcer le E. Et on ne dira surtout pas « a laissé l'ombre du grillage ». Bon, vous voyez, je n'arrive même pas à faire l'erreur. Vous devez absolument prononcer ce E. Voilà pour les syllabes. Bon, maintenant qu'on en a compté 8, il est important de savoir à quoi ça sert. Ces vers de 8 syllabes, on appelle cela des octosyllabes. Pas nécessaire de savoir le nom, c'est quand même mieux. Vous savez que 10 syllabes, ce sont les décasyllabes, et surtout 12 syllabes, c'est beaucoup plus long, plus difficile à lire. On appelle ça les alexandrins. Mais restons sur ces octosyllabes, c'est donc une forme relativement courte en poésie, et ça va nous permettre quoi? De lire ce poème avec un rythme rapide. Et cela correspond tout à fait à toutes ces actions présentes dans ce texte. Voilà pour l'analyse de la forme, et j'aimerais maintenant que l'on passe à la suite. Nous avons vu le petit a, le petit b, voyons maintenant ensemble le sens profond de ce poème. Reprenons-le. Ce poème est un petit peu étrange. Vous devriez vous demander chez vous, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de zèbre qui est un cheval au milieu des ténèbres? Bon, c'est vrai que c'est surprenant. Qu'est-ce qu'il représente, ce zèbre? Je vous avais donné un indice avec les papillons du tableau de Dali. Nous sommes dans le surréalisme. Alors, qu'est-ce qu'il représente, ce zèbre? C'est tout de même un peu étonnant, d'autant plus qu'on voit à la fin de cette première strophe cette histoire d'air joyeux. Un animal peut-il seulement avoir un air joyeux, crier d'un air joyeux? Et puis, quand on est au milieu des ténèbres, est-ce qu'on a envie de crier d'un air joyeux? Bon, c'est un petit peu surprenant aussi, cette histoire d'air joyeux. Et puis ce n'est pas fini. On nous dit, du moins Robert Desnos nous dit, que cet animal sort de l'écurie. Mais donc un animal peut aller et venir tranquillement dans son écurie, je veux dire s'il est emprisonné, la plupart du temps les animaux emprisonnés, ils restent emprisonnés. Donc c'est un petit peu aussi étonnant que le zèbre sorte aussi facilement de cet enclos. Et enfin, bon, ce ne sera pas le dernier élément, mais restons sur la fin de cette strophe. Voilà les histoires d'herbes de sorcellerie que nous n'avons toujours pas élucidées. Mais que sont ces herbes?
C'est tout de même bizarre de sortir de son enclos, de son écurie, pardon, pour aller brouter des herbes. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis la conclusion de notre poète Robert Desnos, hein. La prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Mais est-ce qu'on sait que les rayures du zèbre existent parce que ce sont des barreaux de prison qui sont marqués à vie sur son pelage? C'est très étonnant. C'est rigolo, mais on a du mal à y croire. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit l'origine des rayures du zèbre. Bon, alors qu'est-ce qu'elles signifient, ces rayures? Et vous allez me dire à ce moment-là, mais monsieur, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? C'est vrai que c'est quand même tout de même étrange comme histoire, hein, ce zèbre qui s'enfuit comme ça. Bon, reprenons tout. Voyons voir. Je vais vous poser une série de questions et vous allez me dire si vous arrivez à trouver une réponse. On va essayer d'élucider ça ensemble. À votre avis, qui peut défier la mort bravement? Il pousse un cri d'un air joyeux, hein, il est brave ce zèbre, au milieu des ténèbres. Donc qui peut défier comme cela la mort bravement? Ensuite, qui peut être joyeux dans les moments les plus difficiles? Vous avez déjà vu, vous, des animaux qui malgré leur malheur, sont plutôt satisfaits? Non, hein, généralement, un animal, c'est soit satisfait, soit malheureux, mais bon, on observe rarement des variantes. Ah, un coup de téléphone! Alors, on reprend tout de suite, ne quittez pas. Oui, allô? Prof, Bonjour. si un animal ne peut pas être joyeux, alors pourquoi il serait triste? Il ne ressent rien, pas d'émotion dans ce cas-là. Bah bien sûr, oui, oui, mais c'est pour illustrer mon propos. Disons qu'un animal, c'est toujours un petit peu difficile de dire s'il est joyeux ou malheureux. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Et vous aurez raison puisque ce n'est pas très clair pour le moment. Reprenons tout depuis le début. Bon, qui peut défier la mort bravement? Est-ce qu'un animal va défier la mort bravement? C'est pas très commun. Ensuite, qui peut être joyeux même dans les moments les plus difficiles? C'est pas non plus quelque chose qu'on va retrouver souvent chez les animaux. Qui peut s'enfuir d'une prison et aussi facilement? Bon, un animal ne s'enfuira que très rarement d'une prison et ce sera par hasard, ce sera pas volontaire. Ou alors, c'est pas n'importe quel animal. Et enfin, qui va être marqué pour toute sa vie par les aventures qu'il va traverser au long de sa vie? Donc essayez de répondre. Il y a un point commun entre ces 4 questions. Nous ne sommes pas vraiment en train de parler du zèbre. Souvenez-vous de la peinture de Salvador Dali. Ces papillons ne sont pas des vrais papillons, ils représentent le vent. Et ici, bien sûr, le zèbre, c'est l'homme en général. L'homme en général, donc, toute cette histoire de zèbre n'est qu'une image pour parler de l'homme, un petit peu donc ces papillons avec le vent. Vérifions, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le zèbre traverse les ténèbres, un petit peu comme l'homme qui peut traverser des moments très difficiles. Il va ensuite affronter son destin, affronter les malheurs, comme ce zèbre. Il peut en effet s'enfuir, les affronter et réussir à passer à autre chose. Et enfin, il restera toujours marqué à vie. Toute cette histoire de zèbre n'est qu'une image donc pour parler de l'homme. Cette image, on le remarque, elle commence au début du poème et elle termine à la fin. Cette image, ce procédé qui consiste à transformer la réalité, vous le connaissez très bien, vous en avez vu souvent, les professeurs de français vous en parlent régulièrement, j'espère que vous l'avez reconnu, c'est une technique que beaucoup d'auteurs utilisent, parfois vous écrivez le mot avec une faute, on appelle cela une métaphore. Retenez bien ce mot, c'est très important de savoir ce qu'est une métaphore. C'est tout simplement lorsqu'on transforme la réalité et qu'on essaye ainsi de faire passer un message, une émotion ou de retranscrire cette réalité de manière personnelle.
Bon, très bien. On vient de voir que cette métaphore, elle était présente du début à la fin du poème. On parle donc de métaphore filée. Lorsqu'on va découvrir le secret, on va défiler ainsi l'analyse du poème et observer tout plein de nouvelles significations. Reprenons donc les deux éléments qui paraissaient les plus étranges. Cette histoire d'herbe, de sorcellerie tout d'abord. De quoi parle-t-on ici ? Bon, des herbes de sorcellerie qui permettent, d'une certaine manière, donc de s'évader pour ce zèbre, d'oublier son passé, de dépasser en tout cas ce qui lui est arrivé. Et c'est la première chose qu'il va faire une fois libre en plus. Bon, mettez-vous un petit peu à sa place. Après avoir vécu une période difficile, qu'est-ce que vous allez faire pour vous évader? Qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver un petit peu de joie et profiter à nouveau de la vie? Tout un tas de choses. On peut retrouver ses amis, on peut profiter de sa famille, on peut bien entendu faire les choses qu'on aime, des activités qu'on aime, on peut bien entendu faire de l'art. Et ici, c'est Robert Desnos qui nous dit ça, ce n'est pas pour rien. Les herbes représentent tout ce qui permet à l'homme de s'évader. Et donc, pour Robert Desnos, il parle bien entendu de la poésie. Les herbes de sorcellerie sont la poésie. Reprenons maintenant le dernier paragraphe, la dernière strophe, pardon. La prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Qu'est-ce que cela signifie ? On a vu que la première lecture, c'était une explication de l'origine des rayures du zèbre. C'est rigolo, mais c'est un petit peu étrange. Maintenant, essayons de mieux comprendre cette dernière strophe, maintenant que nous avons la clé de la métaphore filée de ce poème. Le zèbre représente l'homme. Bon, alors qu'est-ce que ça pourrait signifier? Mettez-vous à sa place encore une fois. Lorsque vous avez vécu quelque chose de difficile, que vous avez réussi à le surmonter, est-ce que vous allez tout oublier? Est-ce que vous allez passer à autre chose sans plus jamais y penser? On a un coup de téléphone, je reviens tout de suite à vous, ne partez pas. Oui, allô? Prof, Oui, dis-moi. je comprends pas la fin. Le zèbre, il est sorti de prison, il a encore des marques sur son pelage, il s'est enfui ou pas? C'est une très bonne question. Figure-toi que une fois qu'on a passé une épreuve difficile, qu'on a réussi à s'en libérer, même si on est libre, on est toujours un petit peu marqué. On n'oublie jamais complètement son passé. Et même quand on arrive à se libérer de quelque chose, on est toujours soumis à d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire qu'on est parfois qu'on peut être complètement libre? On ne l'est jamais complètement, on a toujours notre passé, au moins, qui nous ramène à plein de problèmes. Donc voilà, c'est ça en fait les cicatrices de ce zèbre. Il n'y a pas de quoi, à bientôt. Reprenons donc, et c'est exactement ce que je viens de dire, les rayures sont les marques de ce que l'on a réussi à fuir. Même si ce zèbre a réussi à s'évader, même s'il a dépassé sa condition, même s'il s'est libéré, il gardera à tout jamais une trace, un souvenir, une marque, comme une cicatrice, ce sont ses rayures. Voilà l'image donc de ce poème et j'espère que grâce à la clé de lecture principale qui est cette métaphore filée, vous comprendrez dorénavant un petit peu mieux le sens profond de ce poème. Et n'oubliez pas, dans le surréalisme, cette technique de métaphore revient souvent, mais dans tout plein d'autres courants artistiques et d'ailleurs les poètes, comme je vous l'avais dit, adorent ça. Continuons maintenant avec le court-métrage. Nous allons le visionner ensemble tout de suite, il dure quelques minutes, et nous discuterons ensuite des choix du réalisateur. Bon visionnage et à tout de suite. Le zèbre, Robert Desnos. Le zèbre, cheval des ténèbres, lève le pied, ferme les yeux. Il fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux.
clair soleil de barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison, sur son pelage, a laissé l'ombre du grillage. J'espère que ce court-métrage vous a plu et que vous avez réussi à en comprendre avec une certaine finesse des éléments que vous n'auriez pas compris sans l'explication de la métaphore. Donc revenons maintenant ensemble sur cette adaptation. Je vous rappelle que le réalisateur qui a fait ce court-métrage n'est pas le poète, hein. Ce sont vraiment deux personnes différentes. D'ailleurs, Robert Desnos est mort depuis longtemps, tandis que cette réalisation en court-métrage est très récente. Donc ce poème a été, d'une certaine manière, réactualisé par ce réalisateur. Voyons ensemble ce que vous avez pensé de la musique, des effets sonores, des dessins, des couleurs et puis des choix d'adaptation. Puisque lorsqu'on adapte en images un poème qui est seulement écrit, on est obligé de rajouter plein d'informations finalement. Et on va observer ce qu'a choisi de faire donc ce réalisateur. Déjà, du point de vue de la musique, vous avez sans doute remarqué cette guitare qui s'accélère et ce rythme qui est prépondérant durant tout le court-métrage. Vous aurez peut-être aussi remarqué le style espagnol. Ça rappelle cette région de la Barbarie qui était nommée par Robert Desnos. Donc on retrouve bien ce rythme entraînant qui symbolise la fuite du zèbre. J'aime bien aussi certains effets sonores qui sont donc forcément inexistants dans le poème, comme le bruit du galop du zèbre, qu'on entend à plusieurs reprises, et je trouve que ça symbolise vraiment bien la lutte de cet animal pour se libérer, s'émanciper. De plus, on peut remarquer que les dessins au début du court-métrage sont plus sombres qu'à la fin, dans laquelle les couleurs sont beaucoup plus vives. Évidemment, ça s'interprète facilement. Il passe d'une situation d'enfermement à une situation de libération. Donc c'est plutôt bien vu de la part du réalisateur. Enfin, essayons de voir ensemble les choix d'adaptation, donc ce que le réalisateur a rajouté en plus de ce qui est dit dans le poème. Pour ce faire, nous allons ensemble analyser un plan. Et en fait, on va plutôt en analyser deux. Et on terminera sur ça, sur ce poème. Voilà ce plan, vous vous souvenez peut-être, c'est au début du poème. On remarque que le zèbre tourne le dos à d'autres zèbres. Et ça, ce n'est pas dit dans le poème. Et c'est intéressant à remarquer, puisqu'effectivement, quand on se libère de ces problèmes, on est bien obligé de tourner le dos à son passé. Et malheureusement, parfois, cela implique de laisser des personnes derrière soi-même. Bon, c'est un petit peu triste, mais malheureusement, c'est peut-être la réalité. Voyons maintenant le plan suivant que je vous ai sélectionné, et on terminera sur ça. Évidemment, dans le poème, il ne le dit pas, mais ici, on voit que le zèbre, même s'il a laissé d'autres zèbres derrière lui, il retrouve un nouveau zèbre qui lui aussi a les mêmes marques, les mêmes rayures, et qui est en train d'essayer de l'apaiser. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'on dépasse une situation difficile de sa vie et qu'on peut éventuellement se retrouver seul face à soi-même, eh bien on retrouvera toujours quelqu'un qui nous comprendra et qui pourra partager avec nous nos blessures. Voilà donc une note un petit peu plus enthousiaste pour terminer sur ce poème. Pour terminer, je vais vous donner un petit exercice, un exercice de rédaction assez simple. Je vous invite donc à écrire un poème sur un animal de Mayotte à la manière de Robert Desnos. Il faudra donc transformer cet animal et lui donner un sens plus personnel. Je ne vous demande pas de faire une métaphore filée aussi complexe que Robert Desnos, mais peut-être serez-vous très inspiré, et je vous invite donc à envoyer votre poème en indiquant votre nom, votre prénom, votre classe et votre établissement à l'adresse ci-dessous. Le français avec Mayotte Première @gmail.com. Le français avec Mayotte Première,
sans accent, sans majuscule, sans espace, sans rien du tout, @gmail.com. Et pour vous donner plus d'idées, cherchez sur Internet les poèmes de Robert Desnos du recueil Chantefable. Le poème Le Zèbre provient de ce recueil. Un recueil, c'est un ensemble de poèmes qui ont été, disons, organisés volontairement par le poète. Et dans ce recueil, on retrouve 30 animaux qui sont ainsi transformés, qui sont ainsi modifiés. Et je vous invite donc à aller consulter différents poèmes pour vous donner peut-être une inspiration. Voilà pour le premier poème. Nous allons tout de suite passer à la suite avec Un oiseau chante de Guillaume Apollinaire. Dans ce poème, nous allons aller un petit peu plus vite puisque nous avons déjà expliqué ensemble beaucoup de notions et vous avez maintenant bien compris ce qu'était le surréalisme. On s'amuse avec la réalité, enfin je dis on s'amuse, mais parfois le poète le fait pour se libérer d'une condition qui est très difficile et très douloureuse. Justement, Guillaume Apollinaire, on va en parler tout de suite et j'ai besoin avant toute chose de vous replacer le contexte. Guillaume Apollinaire, il fait la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, vous le voyez ici sur cette photographie de 1917, qui est colorisée. On a rajouté les couleurs après, puisqu'à cette époque, on ne pouvait pas prendre de photos encore en couleur. Et on trouve ici une tranchée française durant la Première Guerre mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que durant cette guerre, les stratégies des pays sont principalement à l'utilisation de tranchées. On va creuser des couloirs interminables au niveau en dessous de la surface et les soldats vont y rester pendant des semaines, des mois à veiller l'ennemi et à s'entretuer sans bouger. C'est abominable. Et Apollinaire, il va vivre ça. Et en fait, il y a plusieurs éléments sur cette photo qui vont nous donner déjà beaucoup d'indices pour comprendre le poème Un oiseau chante. Regardez bien ces soldats qui sont donc des soldats français dans une tranchée. On peut voir plusieurs choses. Déjà, regardez bien ce que tient le premier soldat au premier plan. Il est en train d'écrire une lettre. On appelle ça un échange épistolaire. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats écrivent beaucoup à leur famille pour supporter le quotidien, pour leur raconter l'horreur des événements. Ils écrivent à leurs bien-aimés et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'évader. Enfin, je dis c'est comme ça, en fait ça reste extrêmement difficile et on voit dans ces échanges tout le cauchemar qu'ils vivent. Il y a encore d'autres choses intéressantes. Regardez bien ce que porte le soldat juste derrière lui. Une vieille tasse toute cabossée pour boire du café. C'est quand même étonnant de faire ça dans une tranchée. On voit quand même ici un environnement très misérable. La tasse est toute abîmée et c'est pas vraiment un lieu pour boire son café. C'est la misère la plus complète. Regardez ensuite derrière, le soldat porte un fusil, il est prêt à tirer, prêt à tuer, la mort est omniprésente. On voit bien que nous sommes en temps de guerre, imaginez les bruits, les bombes, c'est insoutenable. Et pourtant, en même temps, un homme écrit une lettre, un autre boit son café. C'est tout de même étonnant. C'est ce que vivent les soldats dans ce quotidien, dans un quotidien vraiment très difficile, où des sacs de sable vous bouchent la vue, vous êtes enfermés dans des couloirs souterrains qui sont boueux, et vous ne pouvez faire rien d'autre que de rester coincé ici. Il y a donc un enfermement le plus total, et la situation est extrêmement précaire pour tous ces hommes, qui d'ailleurs, on le voit juste derrière, regardez-les bien, on peut en compter au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hommes sur une si petite surface, ils sont tous entassés les uns sur les autres, les conditions sont déplorables. Voilà ce qu'il faut le retenir, et il ne faut pas oublier qu'Apollinaire, il a vécu cette guerre, et d'ailleurs il en a été blessé à la tête, et c'est probablement ce qui a fait de son œuvre toute cette réussite, puisqu'il a pu quitter la guerre en étant blessé. Commençons tout de suite. Excusez-moi, il reste une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer. Cette photo, elle a été recolorisée, et c'est important à noter, les uniformes de ces soldats.
Ils sont tous de la même couleur, de la tête aux pieds. C'est pour ça qu'on les appelait les bleus. Ce sont des uniformes bleus. Vous allez me dire quelle importance. Mais ça en a une. Et justement, on va la voir tout de suite en commençant le poème avec une lecture et une analyse du sens premier. C'est parti, donc je commence tout de suite la lecture et retenez bien tout ce qu'on a vu sur la photo, vous allez voir plusieurs éléments qui reviennent. Guillaume Apollinaire écrit donc à sa femme régulièrement, c'est un échange épistolaire et il écrit des poèmes. Je commence la lecture tout de suite. Un oiseau chante. Un oiseau chante, ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille, parmi tous les soldats d'un sou. Et l'oiseau charme mon oreille. Écoute, il chante tendrement, je ne sais pas sur quelle branche, et partout il va, me charmant, nuit et jour, semaine et dimanche. Mais que dire de cet oiseau? Que dire des métamorphoses de l'âme en chant dans l'arbrisseau, du cœur en ciel, du ciel en rose? L'oiseau des soldats, c'est l'amour. Et mon amour, c'est une fille. La rose est moins parfaite. Et pour moi seul, l'oiseau bleu, c'est Gosille. Oiseau bleu comme le cœur bleu, de mon amour au cœur céleste. Ton chant si doux, répète-le à la mitrailleuse funeste. Voilà donc la lecture de ce deuxième poème. Revenons donc rapidement dessus et on va essayer d'expliquer ce que Guillaume Apollinaire nous dit dans un premier temps. Guillaume Apollinaire est au front et il entend cet oiseau chanter. C'est tout de même surprenant d'entendre un oiseau chanter au milieu des bombes. Vous vous doutez bien qu'il ne doit plus y avoir beaucoup d'oiseaux et quand bien même, comment pourrait-on l'entendre? Et cet oiseau, il le dit tout de suite et contrairement au poème précédent, la métaphore, elle est donnée clé en main. Donc c'est pratique et ça fait plaisir. On comprend que cet oiseau qui chante, donc il n'existe pas vraiment, c'est « Je crois ton âme qui veille ». Merci Guillaume Apollinaire de nous donner la clé, ça va nous faciliter le travail. Ton âme qui veille, veiller, je vous rappelle, observer, protéger, surveiller. Donc cette âme, probablement celle de sa femme. Nous continuons, cette âme, donc elle est parmi tous les soldats, des soldats d'un sou. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat d'un sou? Un sou, c'est très peu, donc bien entendu, ce sont des soldats sans valeur, des soldats qui vivent dans la misère, des soldats sacrifiés, de la chair à canon. Voilà ce que nous dit Guillaume Apollinaire. Nous continuons, il écoute donc tendrement cet oiseau, il ne sait pas trop où est-ce qu'il se trouve, partout il va me charmant, nuit et jour, semaine et dimanche. Mais que dire de cet oiseau? Il ne sait plus trop ce que signifient toutes ces choses et il se demande si ce ne sont pas des métamorphoses. Des métamorphoses, c'est quoi? Ce sont des transformations. Des transformations. Donc il voit ce champ se transformer d'abord en arbrisseau, c'est-à-dire en petit arbre, puis le cœur en ciel, le ciel en rose. On a l'impression que Guillaume Apollinaire perd un petit peu la tête. C'est le cas de le dire, puisqu'il va être blessé à la tête, et d'autant plus qu'il est au milieu des tranchées et que les conditions sont très très difficiles. L'oiseau donc est au milieu, et tout d'un coup, il l'entend s'égosiller. Qu'est-ce que c'est que s'égosiller? S'égosiller, c'est pour un oiseau chanter le plus longtemps possible. Pour terminer, dans la dernière strophe, on remarque qu'il demande à l'oiseau de répéter tous ses messages à la mitrailleuse funeste. Deux mots sont importants ici, céleste qui signifie dans les étoiles et funeste qui signifie de la mort. Voilà pour une première lecture, donc d'une première analyse de ce poème, qui est assez facile à comprendre puisque la métaphore est tout de suite donnée. On peut remarquer plusieurs éléments. Je vous avais dit que Guillaume Apollinaire était au front et qu'il l'écrivait à sa femme. Remarquons donc tout de suite, et c'est surligné en jaune, plusieurs pronoms qui vont permettre d'exprimer la première personne. Des pronoms personnels, des pronoms compléments, des pronoms possessifs. Je, me charmant, mon amour, moi seul, mon amour. Voilà donc bien la présence de l'auteur dans le texte. Il parle pour lui-même et pour personne d'autre, contrairement au poème de Robert Desnos. Et à qui s'adresse-t-il? Ton âme
Écoute à l'impératif, donc c'est qu'il s'adresse à quelqu'un. Ou ton chant, bien entendu, il s'adresse directement à sa femme. Dernier élément, et on passera ensuite à la forme du poème, on peut retrouver ce fameux bleu qui revient à 3 reprises. Vous n'avez pas oublié cette couleur qui est prépondérante, qui est omniprésente durant toute cette guerre, la couleur bleue de l'uniforme. Il perd donc la tête, il voit cet oiseau qui est bleu et son cœur aussi qui s'imprègne de cette couleur bleue. Voilà pour aujourd'hui, mon cours est terminé, j'espère que vous suivrez à nouveau la prochaine émission. J'aimerais que vous continuiez le travail chez vous, que vous trouviez le nombre de strophes, définissiez les types de rimes, comptiez les syllabes dans les vers, et la prochaine fois, nous ferons ensemble l'analyse. Nous verrons ensuite l'adaptation en court-métrage de ce poème, et j'espère que vous avez appris de nombreuses choses en ma compagnie. Je vous souhaite donc une belle journée et à bientôt avec votre professeur de français à la télévision. Au revoir.